Bonjour, chers amis. Bienvenue à cette émission. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je reçois quelqu'un que vous connaissez déjà. Bonjour, Hélène. Voici Hélène Roy, mais elle arrive avec son compagnon Jean-Guy Marcotte. Hélène, tu es venue dernièrement nous présenter ton amour, ton attirance, ta sympathie pour le mouvement Développement et Paix, mais tu n'avais pas dit ton dernier mot. Oui, Parce que ta vie a été bien remplie d'aides de toutes sortes. Aujourd'hui, tu viens nous présenter un projet que tu chéris depuis longtemps déjà, mais avec qui tu partages la complicité avec Jean-Guy. Oui, en effet, la dernière fois quand on s'est parlé, j'avais mentionné que Développement et Paix, c'était un groupe. Jean-Guy avait eu l'occasion de faire un stage à un moment donné avec eux, mais on fait pas comme tel les bénévoles de travail sur le terrain. C'est ça. Alors voilà, c'est comme ça que, en force de faire des pas dans ma démarche en solidarité à travers différents groupes, quand je suis revenue d'Équateur, comme je le disais l'autre fois, j'avais vu les enfants de la rue. Quand je suis revenue, j'ai commencé à m'impliquer avec Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, dans le comité des projets. Par la suite, j'ai voulu aller sur le terrain. Alors, il y avait différents groupes, les associations québécoises qui faisaient des stages d'observation. C'est comme ça que je suis allée avec la CANU, l'Association québécoise pour l'avancement des Nations unies en Haïti. Je suis allée aussi avec le CRDI, Centre de recherche pour le développement international, pour voir comment, là c'était au Costa Rica, c'était en lien avec un programme pour les enseignants, pour leur faire voir comment la science pouvait collaborer, contribuer aussi au développement international. Avec le CISO, c'était plus le volet, le Centre international de solidarité ouvrière. C'était en lien avec mon syndicat à ce moment-là que j'avais vu passer cette annonce-là, que ça s'adressait aux enseignants pour pouvoir diffuser un peu le travail qu'eux faisaient avec au niveau des conditions de travail dans les maquiadoras, dans le nord du Mexique, entre autres. Donc, tu as voyagé un petit peu partout, souvent en Amérique du Sud, Amérique latine, oui. Amérique centrale. Oui. Bon. Et puis, finalement, tu as privilégié, avec la complicité de Jean-Guy, un projet bien spécial. On a eu... on s'est rencontrés. Ça a été un élément très important parce que quand j'ai rencontré Jean-Guy, dans ma démarche, j'étais rendue à l'étape d'avoir le goût d'aller faire un projet sur le terrain. J'avais observé tout ça. Puis Jean-Guy partageait aussi... Peut-être ce serait bon que ce désir-là, toi, ouais. Jean-Guy, avant ta rencontre avec Hélène et puis votre attrait pour un voyage commun, qu'est-ce que tu avais fait dans ta vie? Comment tu en étais venu à avoir le goût de t'impliquer concrètement? Moi, ça remonte loin. Oui? Quand j'ai fait mes études de primaire, secondaire et universitaire, j'étais en communauté. Puis il y a des missionnaires qui venaient des pays d'Afrique. Donc, en voyant les missionnaires, ça m'a toujours attiré comme ça. Tu avais le goût de voyager, oui. D'aller en mission. C'est ça. Puis je suis retourné aux études en 71-73, donc en audiovisuel. Puis quand les études ont été finies, j'aurais eu l'occasion d'aller en Afrique, monter un service de production audiovisuelle. Puis? Mais comme j'étais en amour... Ah bon, l'amour. L'amour l'a emporté. Alors, tu as fondé une famille. J'ai fondé une famille. Puis tu as reporté un peu ton désir de mission. Oui, après la séparation en 98, là j'ai rencontré Hélène en 99. Là, c'est devenu possible. Là, l'amour l'a encore emporté. C'est l'amour qui te mène, toi? Ben oui. D'un projet à l'autre. Ben c'est ça que le Christ nous a dit, l'amour. Ben oui, avant tout. Donc j'ai rencontré Hélène, puis on a fait quelques voyages ensemble là, de touristes. Oui, OK. Puis après ça, on a mûri un voyage en Équateur avec les Sœurs de l'Assomption. Donc en 2005, on est parti 50 jours en Équateur pour construire une maison pour une famille pauvre. C'est là où tu as été touchée, toi, Hélène, en Équateur, avec les religieuses?
Entre autres, oui. Quand j'étais allée la première fois, là, j'avais eu la chance d'aller rencontrer les religieuses de l'Assomption, puis j'avais vu un peu leur mission. Puis quand Jean-Guy et moi, on a eu l'idée de faire un projet ensemble, d'aller aller sur le terrain, faire un travail avec les gens, bien, je me suis rappelé des Sœurs de l'Assomption, puis par le biais encore André Genet qui m'avait comme aidé à faire le contact avec les religieuses, on s'est retrouvés là-bas. Puis là-bas, bien, on a construit une maison. On a quelques photos ici. Wow. Alors, ça, c'était notre premier engagement comme tel sur le terrain. On est allé se faire la main pour on voit Jean-Guy travaillant très fort. Oui. Parce que c'est lui qui était en charge de monter les murs. Jean-Guy, tu as tous les talents. Es-tu un maçon? Es-tu un menuisier? Un peu des deux? Un peu électricien, plombier. Puis ici, on se voit tous les deux en train de sabler, parce qu'il fallait sabler tout ça à la main. C'était tout à la main, ces choses-là. Oh là là! Il fallait passer le sable dans un chat pour enlever les grumeaux. Ah oui, oui, c'est des choses très simples. Pour faire le ciment. Jean-Guy qui va chercher des matériaux avec la propriétaire de la ça, c'est l'épopée d'un samedi matin, ça. Oui, ils n'ont pas les mêmes facilités qu'ici pour le transport. Un bricoleur qui est venu m'aider pour finir la bâtisse. Il fallait aller chercher des madriers. J'étais parti avec le garçon, puis le garçon n'a pas trouvé le magasin. Bon, c'est la mère qui est venue avec moi. La mère était mais là, c'était un peu plus pesant. Oh là là! Parce que toi, tu pédalais derrière. Moi, je pédalais derrière. Oh là là! Ben, c'est ça. Hélène, on peut dire que tu travailles comme un homme? Ben, en fait, je dois dire que c'est plus Jean-Guy qui avait les mains dans le travail de montage, tout ça. Mais ce projet-là, en Équateur, j'étais plus sur le terrain dans le sens de faire des choses très, très manuelles. Très concrètes. Mais par la suite, quand on a fait la prochaine étape, on va vous parler dans quelques minutes, où on a passé l'année suivante, ça a été le Pérou. Okay. Mais moi, j'étais toujours au travail, mais Jean-Guy, comme il était à la retraite, il a commencé le projet au Pérou. Donc, je faisais partie d'un groupe d'hommes qu'on appelait Réseau Homme Québec. Oui. Il y avait un monsieur, Jérôme Caron, avec nous autres. Puis son frère, il allait faire du travail humanitaire dans le Sud. Donc, on est partis en 2007, les trois ensemble. Dans le Sud, vous avez entendu parler du Pérou? Comment vous avez choisi le Pérou? Le frère de Jérôme Yvon. Il avait rencontré une madame à Panama. Ah bon? En ville de villégiature. Puis il a commencé à lui parler de ce qu'il voulait faire dans la vie, dans sa retraite. Dans sa retraite? C'était un projet de retraite. Elle l'a mis en contact avec un monsieur Serge Labrie de Montréal qui travaillait avec une communauté religieuse qui avait une organisation au Pérou, les Ailes de l'Espérance. Les Ailes de l'Espérance. C'est une compagnie d'aviation pour transporter les matériaux et les personnes. OK. Alors, lui, il s'engageait à vous transporter. Donc, lui, il avait été faire un voyage au Pérou, puis il y a eu un glissement de terrain. Okay. Donc, il s'est aperçu qu'il y a des familles qui étaient en besoin. Donc, il a appelé sa sœur à Montréal. Dans le moment de l'argent, on va lui construire une maison. C'est comme ça qu'il a commencé à construire des maisons. Donc, en 2007, on est parti avec lui pour construire 2 maisons. 2 maisons pour des familles qui avaient été... Oh là là, ça c'était la maison... C'est la première maison qu'on a faite, ça. C'est une madame, elle vivait là-dedans. OK, c'était... Sa porte d'entrée, c'était à enlever le mur puis à remettre le mur. Oh là là! Ouais. Donc, puis la deuxième maison... Parce qu'ils en ont fait 2 cette année-là. Cette fois-là, OK. À peu près dans le même genre. Ah oui, Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça avait été choisi, la communauté avait choisi ces familles-là. Donc... Parce qu'il avait considéré que c'était les gens les plus démunis. Alors, parce qu'il y en avait... Quand il y a des wécos, quand l'eau arrive, ça déboule parce qu'il n'y a pas de... C'est beaucoup d'érosion. C'est dans le désert, il n'y a pas rien qui bloque. Puis à cause des changements climatiques aussi, il y a de plus en plus de pluie dans les hauts plateaux. Puis ça amène la boue, des roches. Ouais, ça arrache les maisons, les gens qui meurent dans ces... Ils appellent ça des wécos, là. C'est la descente du terrain naturel. Parce qu'en principe, c'est pas un terrain qui est propice à la construction. Non. C'est un pays montagneux, puis pour faire la construction, il faut qu'il fasse un plat. Pour mettre la maison. Une fondation. Oui, une fondation, c'est ça. Mais les gens s'improvisent des abris à la saison sec. Mais c'est pas vraiment... C'est un abri, mais c'est la maison. Mais ça devient puis c'est que ça devient insalubre parce qu'avec le temps, avec ces moments-là où il
des pluies à certaines périodes de l'année, qui la plupart du temps, c'est la sécheresse totale. Ouais, c'est que ça devient très humide, là, cette histoire-là, parce que c'est en bail, là. Il y avait ni eau ni électricité. Donc, le matin, les gens mettaient un bâton dans l'air avec un drapeau, venez remplir le baril de 45 gallons d'eau. Ah bon? Parce que là, on est dans les assentamientos humanos. Ouais. Au Pérou, toujours le au soir, Pérou. le petit gars qui est arrivé de l'école, il est allé se saucer dans le baril de 45 gallons, pour ça, il prenait ça pour faire de la nourriture. Oh là là! Il avait chaud, lui, là! Tu vois, il y a beaucoup d'éducation à faire à plein de niveaux, là. C'est comme... c'est ça, c'est une des réalités, parce que ces gens... Ben, je sais pas, ça serait... On pourrait en parler aussi, comment ça se fait qu'on se retrouve avec ces zones dans la région de Lima, où on travaille, où Jean-Guy a fait le premier projet à Huachipa. C'est comme la zone métropolitaine. Il y a plus de 11 millions de personnes qui se sont accumulées depuis, je dirais, une trentaine d'années, où il y a eu beaucoup d'exode rural. Les gens quittent les campagnes à plusieurs raisons. Il y a eu, entre autres, si on regarde ça rapidement, il y a la difficulté de vivre dans les hauts plateaux, les climats. Actuellement, avec les changements climatiques, c'est encore plus difficile. Des périodes de sécheresse, les cultures sont pas toujours stables. Il y a beaucoup de fluctuations dans les produits, comme eux, c'est la patate. Alors, à un moment donné, il y a une année qui ont à peu près rien pour leur, où ils ont un moins, où la fluctuation des marchés fait qu'ils sont obligés de vendre à perte quasiment. Donc, la vie est très dure. Donc, les jeunes, à un moment donné, ils voient pas d'espoir. Les écoles sont loin. Il faut qu'ils marchent 2-3 heures par jour pour aller à l'école. Les services de dispensaires sont à peu près inexistants dans ces hauts plateaux-là. Alors, on parle des zones rurales. Tout ce monde-là, ça s'en vient en ville. Décide de en espérant avoir une meilleure vie. Mais ils arrivent à Lima, ils sont démunis, ils n'ont pas de ressources. Alors, ils s'installent dans ces collines-là. Autour. Ben, Jean-Guy, peut-être tu pourrais parler de ça un peu, les terrains autour des... Comment ça se passe quand ils arrivent dans le terrain? Tu avais vu un moment où ils arrivent sur les terrains de l'État. Ils arrivent sur le terrain, puis ils s'en accaparent. Donc, ils appellent ça un accampamento. OK. Ils font un campement, ils l'occupent. Puis, selon les pays, les régions, il peut l'occuper pendant 6 mois, 1 an, puis le terrain... Après est à lui. Il ne leur appartient pas, mais il a un droit de possession. Ah oui, il y a un droit d'être installé. Mais sans eau, sans électricité, sans égout, sans infrastructure routière. Alors, tout ça, c'est à construire. Alors, c'est dans cet esprit-là que tu es parti la première fois construire des maisons pour des gens qui avaient été ciblés par la communauté comme étant des nécessités. Donc, quand on a construit une première maison, on est allé à Machu Picchu une semaine. Ah, Machu Picchu, c'est touristique. Oui, touristique. Vous êtes allé visiter. On s'est posé. Parce qu'on avait travaillé 6 semaines dans l'arrêt. Ça a été votre partie. On a construit la deuxième maison. Oui. Puis, entre-temps, on a été demandé pour aller installer des modules de jeu dans un village, Huecan, à Santa Rosa. Ici, on voit le résultat des modules de jeu. Oui. Les modules de jeu pour les gens du coin voulaient avoir ça pour les enfants. Fait que Jean-Guy avec Jérôme puis Yvon se sont mis à la construction des modules. Alors, c'est comme ça que tu occupes ton temps de retraite, Jean-Guy. Il l'a occupé, oui. Tu construis des modules de jeu, tu vas faire des Ici, on voit maisons. On voit les trois initiateurs. On voit M. Yvon Caron, son frère Jérôme Caron, c'est des gens de la région. Ah oui. Puis on voit Jean-Guy, la dame, les enfants. Alors, elle avait 2-3 enfants. Quand on a installé les modules de jeu, la madame, comme présidente du quartier, elle a rencontré Yvon, puis elle a dit, on aimerait ça, nous autres, avoir une garderie pour nos enfants. C'était un quartier qui était dangereux. Alors, c'est Anna qui... La première fois qu'on est allé, il fallait y aller avec le responsable du village. OK. Même les policiers n'osaient pas y aller pendant un certain temps. Donc, ils ont voulu protéger leurs enfants, donc ils ont dit, avec une garderie, les enfants vont rester chez nous. Ou à la garderie. Oui, c'est ça. Ça va leur assurer une protection. Donc, c'est comme ça, c'est enfilé. Alors là, du premier voyage, tu avais un projet pour un autre. L'année suivante, était déjà décidé. L'année suivante, on avait un projet de construire une garderie où on avait installé un module de jeu.
Ah oui, juste à côté. Ouais, là, c'est ça ça. faisait une aire protégée pour les enfants. Oui, c'est ça. Donc, c'était la première garderie. Là, on est à Waken en haut, c'est-à-dire, quand je parle d'en haut, c'est que quand les gens arrivent, on parle toujours d'histoire, ils arrivent en ville, ils arrivent dans la zone métropolitaine. Dans la région de Lima. Alors, au début, les gens se sont installés en bas de la butte, parce que c'est des buttes de sable énormes. C'est désertique, d'ailleurs, toute la côte péruvienne. On est sur le bord de l'océan, à proximité. Après ça, tu as deuxième niveau, troisième niveau. Alors, plus on monte dans les buttes, plus les gens sont défavorisés. Plus les gens vivent dans des conditions précaires, avec des besoins, comme cette dame-là qui a manifesté. Cette photo-là, on est allé dîner, travailler une journée, puis on est resté à dîner au Comédor du quartier. Ça, c'était le Comédor. Il y a des Comédors populaires. Communautaire. C'est une cuisine collective. Ah oui, ça a été initié au Pérou, cette idée-là. Oui. De s'organiser pour acheter en groupe, puis cuisiner en groupe, pour permettre aux gens de pouvoir travailler à d'autres moments dans la semaine, pour rendre les femmes plus disponibles, entre autres. Parce que souvent, les femmes encore qui ont ce rôle-là au Pérou. Jean-Guy, vous partez avec l'objectif de revenir, vous partez la première fois de ton voyage avec l'objectif de revenir pour construire une garderie. Ouais. Avez-vous les matériaux? Avez-vous les fonds? Avez-vous tout ce qu'il faut? Ouais. C'est là où vous avez créé, j'imagine, Aide pour la vie. C'est là qu'on a créé Aide pour la vie, une compagnie à numéro. Au début. Une organisation. Puis on demandait 1 000 $ à chaque personne, chaque bénévole qui venait travailler au Pérou, comme un don, avec un reçu d'impôt par Solidarité Nord-Sud. Parce qu'on travaillait en collaboration. En collaboration avec Solidarité Nord-Sud. Et puis là, vous avez pu ramasser ce qu'il faut pour payer... les matériaux, payer les ouvriers, les bricoleurs. Et des gens bénévoles sur le terrain aussi, parce que les gens pouvaient venir sur le terrain. Donc, nous, on s'organisait de trouver les lieux, organiser ça, donner une formation de base avec Solidarité Nord-Sud. Puis, il y a eu un projet de documentaire qui a été fait, qui a été projeté sur les ondes de Télé-Québec pendant 5-6 ans, Jean-Guy? 5 ans. Fait que c'est comme ça qu'à chaque année, on a eu des bénévoles qui sont venus. Des nouveaux. Au début, c'était les conjoints, les amis immédiats, des gens de la région. Après, il y a eu des gens un peu partout au Québec qui se sont joints à nous. On a eu des gens de Montréal, de Matane, de Québec, de la région d'Outaouais aussi. L'Outaouais. Drummondville. En tout cas, on a eu des gens un peu partout. On a eu 119 présences de bénévoles. Ces gens-là sont venus. Qui ont répondu à un appel intérieur. Oui, à travers la misère, à travers... le documentaire. Puis la plupart avaient ce rêve-là un peu d'aller donner un coup de pouce. C'est assez commun. Hein? On a vu les missionnaires, comme tu dis au début, Jean-Guy. On a eu au Québec une histoire missionnaire incroyable. On est une des plus grandes pépinières au monde de missionnaires qui sont partis dans des pays étrangers du Sud où offrir toutes sortes de services d'aide, être à l'écoute. Ici, on voit les étapes un peu de la construction de la première garderie. Là, on est en quelle année? Là? On est en 2008. 2008. Moi, j'étais pas sur le terrain à ce moment-là. J'avais commencé à travailler ici. On avait un conseil d'administration quand on était à cette époque-là. Tu étais plutôt dans l'administration. Puis j'étais plus, j'avais comme un petit peu d'expérience en projet et tout ça. Puis mes voyages m'avaient comme... Puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à faire... l'enseignement? Oui, j'ai commencé à prendre une retraite progressive. Puis c'est là que j'ai commencé avec Jean-Guy Mais comme ces projets-là étaient surtout pendant la période hivernale, il a fallu que j'attende à ma retraite en 2000... Je pense que le premier voyage que j'ai fait, c'était en 2011. 2011, en février. C'est ça. Moi, je suis arrivée sur le terrain un peu quand Jean-Guy a comme complété sur le terrain. Puis ici, on voit l'année où les femmes sont venues, les conjointes. La première année, c'était des gens d'ici. On voit quand ils ont peinturé les murs de la première garderie. Ici, on voit l'inauguration. En 2009, l'inauguration de la garderie que vous aviez... L'anniversaire d'ouverture. Wow. On voit ici le drapeau du Canada avec le Québec puis le Pérou ensemble en collaboration. Puis on voit un peu la fête, comment les gens sont contents de... Il faut dire que cette bâtisse-là, c'était avec un plafond ou un plancher
en béton armé. On le voit ici pas mal, on le voit bien ici. Ils veulent faire éventuellement un deuxième étage. Ah oui, OK. Ils ont toujours l'idée de faire un deuxième étage. C'est pour ça qu'il reste encore des oui. Entre autres, il y a d'autres raisons, là, mais ça s'éternise un peu, les constructions. C'est comme ça jusqu'en 2013, on a construit 5 garderies. Jusqu'en 2013, on a fait 5. 5. Oui, 5 garderies. On a fait une à Wiccan, à Santa Rosa, en haut, quand je parlais des... Oui. À la troisième étape, à la deuxième étape. La deuxième étape, on en a fait une autre l'année suivante. Après ça, on est allé pas loin de Chosica, à la Cantuta. Là, on a fait une autre garderie avec deux... Il y avait toujours deux classes ou deux espaces. Deux salles. Donc, eux autres, à la Cantuta, ils ont décidé de faire dans une des salles, la cuisine collective, puis dans l'autre, la garderie. C'est tout lié, ça. Oui, c'était un peu comme le centre. Ouais, c'est important. Ça. Puis, après ça, on a fait à Yanacoto. Puis on a fait à San Antonio. Toutes ces garderies-là, ça s'est échelonné quand même sur plusieurs années. Ici, on voit le terrain. Le terrain avant la construction. Avant la construction. C'est devenu un dépotoir. C'était un dépotoir au départ. Ah, au départ. Ils ont sorti 90 sacs. Les poubelles. Les bénévoles québécois ont aidé à nettoyer ça. Avant de commencer. Il y a eu des faïnas, c'est-à-dire des gens des corvées. Des corvées avec les gens du lieu, de l'endroit. Pour nettoyer tout ça. Votre travail. Puis après ça, on voit un peu les étapes de construction. L'intérêt de votre venue, c'était d'apporter une expertise, j'imagine, d'apporter aussi une motivation, d'apporter surtout, j'ai l'impression, des fonds pour réussir à faire tout ça, parce qu'il y a des gens au Pérou, il y en a des gens qui sont là, qui travaillent. Quel était votre rapport premier? Pourquoi des Québécois font la différence? Mais nous autres, on apportait le soutien financier. C'est ça, hein? Puis les autres fournissaient la main-d'œuvre. C'est ça. Puis nous autres, on était des manœuvres pour aider les bricoleurs. Comment j'ai posé de la brique, là, la première année que je suis allé, 2 jours de temps en plein soleil. Oui, c'est ça. Puis quand je suis retourné en 2010, j'étais le seul bricoleur pour construire une cafétéria. Ah oui, on la voit ici, là. Ça, c'était à San Antonio, là. À San Antonio, c'est ça. Alors, il y avait la partie... Parce que là, c'était l'objectif de celui-là, c'était pas la garderie en premier lieu. C'était un rêve de M. Caron de faire un centre de filles-mères. Ah bon. Cependant, pour plusieurs raisons, on n'a pas pu réaliser le projet de filles-mères. Par contre, on a fait beaucoup d'ateliers. On avait fait des ateliers de couture, on a fait des ateliers de jardinage pour sensibiliser les gens à à l'agriculture? Oui, le compostage, oui, c'est ça. On a aussi fait une distribution de lunettes avec le Club Lyon. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas des lunettes là-bas, là, c'était vraiment... Ouais. Alors, on a eu cette aide-là. Fait qu'il y a beaucoup de petits projets. Moi, je me suis comme beaucoup investie dans ça. Au niveau de plus d'éducation, puis rencontrer des gens pour pouvoir créer ça, les échanges. La ville nous avait aidés pour faire la distribution. On l'a fait à Yanacoto, dans une autre garderie. On l'a fait à 3 endroits, en fait, la distribution des lunettes. Ça pour dire que autour de ça, il y a eu aussi du microcrédit qui s'est fait. On a fait des constructions, mais ça c'est comme... Microcrédit, tu vas nous expliquer, Hélène, en quoi ça consiste, c'est-à-dire que vous aidez des locaux. On prête de l'argent aux gens. Surtout des femmes, habituellement. Oui, c'est ça. On prête de l'argent aux gens. Des petits montants. Petits montants, puis il faut qu'après 1 an, ils remboursent le capital. Ah oui. De prêt, puis ils revendent leurs produits. Suivant. On a un exemple d'une dame là, qu'on a gardé le lien. Ah mon Dieu, on l'a vu ici passer tout à l'heure, là, où on la voit, là, c'était une jeune, mon Dieu, je sais pas si je vais la retrouver. Oui. C'est elle, là. C'est Maria, c'est ça? Oui. Faites-en pas, c'est une photo compromettante, ça. Ah oui? Parce qu'il y a un autre bénévole qui s'est fait photographier avec la même madame et le bébé dans ses bras. OK. On se demandait qui était le père. Ça porte à confusion. Non. C'est pas sérieux. Cette jeune fille-là, elle avait quel âge? 12 ans qu'elle a eu son bébé. Il y a une problématique grave là-bas, c'est que les jeunes filles,
dans les bidonvilles, entre autres. Ils sont enceintes rapidement. Oui, il y a beaucoup de promiscuité. Ils vivent dans une pièce, tout le monde couche à terre sur une nappe de paille, entre autres. Donc, il y a toutes sortes de situations qui finalement, la condition des femmes est très difficile. Puis pendant la COVID, ça s'est empiré. Oui. Ici, on a vécu la réalité des féminicides au Québec. Oui. Mais au Pérou, il y aurait 1000 femmes, supposément, selon ce que j'ai pu lire, qui auraient disparu pendant la période de la COVID. C'est pour vous dire que c'est pas facile, la condition féminine. Et cette petite-là, je suis obligée de t'interrompre pour arriver rapidement à la conclusion. Maintenant, vous êtes ici parce que ça continue encore. Vous êtes encore rempli de projets. Oui, on est en fait. Il faut passer je vais vous dire, c'est la levée de fonds. Toutes les gens qui nous ont aidés. Continuez de vous soutenir. Actuellement, on est rendu à une autre étape. Toutes ces personnes-là qui ont aidé, ils sont rendus à un âge plus avancé. Donc, moi, on a quand même eu une demande dernièrement pour faire une autre garderie. Mais on peut plus aller avec des bénévoles. Oui. On faisait des ventes. On faisait des ventes de garage énormes à Victoriaville. Les gens de Victoriaville, de la région, nous ont donné beaucoup d'objets. On a fait ça pendant 5 ans. On a ramassé 35 000 $ avec ça. L'argent des bénévoles. La Fondation Bourgeois nous a aidés aussi. Alors là, ça pour dire que on vient solliciter l'aide de la population une fois encore pour vos beaux projets d'aide humanitaire au Pérou. On s'arrête ici, Jean-Guy. C'est sûr que les gens vont répondre. Ils sont d'un naturel très généreux. Ils vont répondre à votre demande. On voudrait remercier la population en général. Merci à tous ceux qui ont déjà donné. Puis on mettra... Merci à ceux qui donneront encore. Les coordonnées apparaissent si vous avez été sensibilisés par cette belle mission de 2 Victoriavillois au Pérou. Jean-Guy, Hélène, merci d'avoir été à cette émission et merci surtout au nom de tous les Péruviens que vous avez aidés.